Aujourd'hui, nous allons parler de la biocénose de la Daya de Darboisa. Tout d'abord, dans notre sommaire, on aura notre introduction, suivie de la flore de la Daya en fonction des différents milieux, puis les oiseaux de la Daya, ensuite les interactions entre les êtres vivants, l'importance de la zone humide pour la faune et la flore, et enfin les solutions pour préserver l'écosystème. La Daya de Darboisa est une zone humide située à Noisser, soit à environ 20 km de Casablanca. Elle possède des fonctionnalités écologiques importantes, notamment une grande diversité de faune et de flore. Elle abrite la plus grande variété d'oiseaux dans le pays, notamment des oiseaux migrateurs, et cette zone lutte activement contre le changement climatique et ses conséquences. Cependant, la Daya est mise en danger par des promoteurs immobiliers qui veulent raser le terrain ou en tout cas l'aménager et une pollution abondante. Les différentes zones et leurs caractéristiques. Donc durant notre sortie à la Daya de Darboisa, nous avons visité au total 5 zones. Tout d'abord, la première zone se nomme dunes fossiles consolidées. Nous avons pu observer plusieurs types de plantes, mais nous allons seulement en citer 2, vu le grand nombre de plantes observées. Donc, dans un premier temps, nous avons pu observer un crassulmus, qui est une petite plante des milieux arides, et sont facilement repérées dû à leurs feuilles rouges. Il y a aussi dans cette même zone des liandons de rocher, qui est une espèce de plante herbacée vivace du genre Léontondon de la famille des Asteraceae. Passons maintenant à la zone 2, nommée ceinture du marais, et où l'on retrouve des joncs maritimes, qui est une plante plutôt souple et plus proche de l'eau que le jonc piquant. Aussi, il fait partie de l'artisanat de nombreux pays, étant donné sa répartition cosmopolite. On retrouve aussi les salicères joncs, qui est appelé Rohan Elma en arabe, et qui est une plante fraîche qui peut être utilisée dans le cas de petites blessures telles que les crevasses aux mains ou aux pieds. Dans un troisième temps, nous avons la zone 3, nommée marée herbacée, et dans celle-ci, nous avons pu observer une inule visqueuse, qui est une plante collante. Comme son nom l'indique, elle libère une résine odoriférante qui rappelle le camphre. De plus, on retrouve aussi le maqueron, qui est une plante qui fait partie de la même famille que la carotte. De surcroît, nous avons la zone 4 qui est nommée marée à végétation émergente, où l'on retrouve des alpistes faux-roseaux, qui est une espèce de plante monocotylédone de la famille de Poaceae et dont ces types sont généralement entre 80 à 200 cm. On a aussi le cresson de fontaine, qui est une espèce de plante potagère de la famille des Brassicaceae. Et enfin, nous avons la zone 5 nommée dune de sable, où l'on a pu prendre en photo un palmier nain, et son nom fait référence à la taille modeste de son tronc. Celle-ci se développe généralement dans le bassin méditerranéen, sur des sols profonds et généralement argileux. À la Daya de Darbouzza, nous avons eu la chance d'observer plusieurs espèces d'oiseaux différentes. Dans la catégorie des sédentaires, nous avons pu voir la nétrousse et son caractéristique bec rouge, la gallinule poule d'eau, le canard colvert ou encore l'ibis falcinelle. Et dans la catégorie des migrateurs, nous avons pu voir les chasses blanches, la spatule blanche, reconnaissable par son bec long et aplati avec une extrémité jaune, et le canard souché. Aucune de ces espèces n'est endémique au Maroc et aucune d'entre elles n'est menacée ou en voie de disparition. Ce qui montre bien l'importance d'une zone humide comme la Daya de Darboeza, qui permet aux espèces migratrices d'avoir un endroit où vivre et qui assure une diversité importante. Donc dans un écosystème, il peut y avoir différentes interactions entre les espèces animales ou encore végétales. Et donc certaines espèces profitent d'autres espèces sans les nuire, et donc on appelle ça le commensalisme. C'est le cas du héron garde-bœuf qui se nourrit des insectes se trouvant à la surface du bétail, comme le mouton vivant dans la Daya. Et donc certaines autres espèces s'associent et profitent de ce que l'autre peut lui apporter, et donc nous appelons ça aussi la symbiose. En effet, certaines espèces, telles que le Rhizophagus et la mauve, profitent de leur service.
D'autres vont pratiquer le mutualisme, donc c'est l'équivalent de la symbiose, sauf que ces espèces n'ont pas forcément besoin de l'une comme de l'autre pour survivre. Et dans le cas de la daïa, nous pouvons retrouver des fourmis qui vont protéger des pucerons de toute attaque, alors que les pucerons elles-mêmes vont alimenter les fourmis en sucre. Cependant, il arrive que certaines espèces en parasitent d'autres, et donc pour se nourrir, pour s'abriter ou encore se reproduire. Et dans le cas du parasitisme, l'espèce hôte peut mourir, même si ce n'est pas systématique. Par exemple, la rouille produit son cycle évolutif dans la mauve, ce qui va commencer à la rouiller et la faire pousser en mauvaises herbes. Donc oui, la daïa est une zone humide primordiale pour la faune et la flore, puisque c'est la daïa qui permet l'hydratation des espèces ainsi que leur alimentation, nécessaire à leur survie. Donc c'est un habitat naturel que nous devons préserver. Seulement, les actions humaines n'aident pas, puisqu'elles sont la cause du déclin de certaines espèces, comme le canard colvert, et donc la pollution, l'installation de barrages stoppant l'arrivée d'eau dans la daïa, ainsi que les projets immobiliers, tuent les espèces vivantes dans cet écosystème et leur privent de sources d'hydratation et d'alimentation. Cependant, il existe des solutions afin de permettre une meilleure protection de la zone. Tout d'abord, il est important de sensibiliser la population locale qui pour la plupart n'est peut-être pas au courant de l'existence ou l'importance de cette zone humide. On peut organiser des missions de ramassage de détritus sur place de manière assez régulière et faire des pétitions auprès du gouvernement, notamment la mairie ou autres, pour empêcher les lobbies immobiliers d'aménager et de toucher à cette daïa. Il faut ne pas stopper l'arrivée de l'eau, notamment avec les barrages ou en tout cas l'amas de pollution et de détritus qui empêchent une bonne circulation de l'eau. Et enfin, épurer les eaux usées qui sont déjà polluées. On voit dans cette affiche comme quoi des associations et des groupes de gens essayent déjà de sauver en fait cette zone et il est important d'y porter attention et de participer le plus possible étant donné que sauver la daïa c'est assurer l'avenir écologique de notre région.